Alors, la thématique, allô? Monsieur, continue. Merci beaucoup, monsieur. Continue, s'il vous plaît. Donc, la thématique est la suivante. L'enseignement à distance au Maroc en période de Covid-19 est-il un enseignement inclusif? En fait, le plan d'intervention est le suivant. Alors, il y a une petite introduction avec la problématique et la méthodologie de la recherche. Nous revenons par la suite sur quelques définitions des mots-clés de la recherche. Quatrième point portera sur l'enseignement à distance au Maroc en période de Covid-19, chiffres clés, pour tirer finalement des principales conclusions et proposer donc quelques clés pour développer un enseignement à distance inclusif au Maroc. Et puis nous terminons par une conclusion. C'est bon, je continue? Oui, monsieur, s'il vous plaît, continue. Alors, comme vous le savez, donc, le contexte d'aujourd'hui que nous vivons tous donc, partout dans le monde, c'est le contexte de la pandémie, donc de pandémie du Covid-19. Et donc, tous les secteurs donc, économiques et sociaux sont touchés par la crise et exigent des actions concrètes pour s'en sortir. Donc, au Maroc, donc, non, pas du tout au Maroc, donc, non, pas seulement au Maroc, mais partout dans le monde. Donc, il a fallu passer d'un enseignement qui se déroulait intégralement dans l'école à un enseignement dit à distance de celle-ci. Alors là, nous comprenons l'école dans ce travail comme couvrant tous les niveaux de l'enseignement du primaire au supérieur. Donc, c'est une nouvelle phase de l'enseignement à distance qui est mise en place dans une situation d'urgence, avec bien sûr ses succès et ses lacunes. Donc, la grande question à laquelle nous voulons répondre est la suivante. Peut-on dire que l'enseignement à distance au Maroc en période de Covid-19 est un enseignement inclusif? Alors, pour discuter cette problématique, donc, nous allons donc nous concentrer sur les réalisations et lacunes dans ce domaine pour voir à quel point cette nouvelle pratique a aidé à réaliser une certaine inclusion sociale au Maroc. Méthodologiquement, nous avons opté pour une étude qualitative basée sur la recherche documentaire et l'observation non participante, puisque donc généralement nous avons tous des personnes qui utilisent ce nouveau mode d'apprentissage, des élèves ou des étudiants donc chez nous. Alors définition. Alors l'enseignement à distance, c'est le premier mot donc mot-clé de la recherche et sur lequel porte notre thématique. Donc, c'est l'apprentissage. Donc, dans cet enseignement, l'apprentissage des apprenants est accessible à n'importe quel moment, à partir de n'importe quel endroit et en dehors de l'établissement éducatif. C'est à travers des moyens et des outils électroniques accessibles à distance. Donc, de manière générale, l'enseignement à distance, c'est la transmission des connaissances entre le formateur et le formé de façon indirecte en utilisant les technologies. Alors, dans cette investigation, dans ce travail, on se limite à l'enseignement purement en ligne, sans pour autant s'intéresser aux autres aspects de la formation, tels que la distribution de cours, les courriers, etc. L'inclusion de manière générale, c'est un processus qui aide à dépasser les barrières limitant la présence, la participation et la réussite des apprenants. L'inclusion éducative, ou bien, pardon, l'éducation inclusive, donc c'est un processus de renforcement de la capacité d'un système éducatif donné à s'adresser à tous les apprenants. L'inclusion scolaire est à la fois une philosophie et un ensemble de pratiques pédagogiques qui permettent à chaque apprenant de se sentir valorisé, confiant et en sécurité, de sorte qu'il puisse réaliser son plein potentiel. Donc, dans ce travail, l'inclusion scolaire est comprise comme l'accès de tous les apprenants à un enseignement à distance équitable, ouvert à tous, de qualité appréciable et qui prend en considération les réalités différentes de ces derniers, tout en essayant d'apporter des solutions à ces différentes réalités. Alors, le quatrième point, donc l'enseignement à distance en période de Covid-19 au Maroc, quelques chiffres clés. Alors, partant de l'enquête du HCP, le Haut Commissariat au Plan en 2020, portant sur 2350 ménages, nous retenons ce qui suit. Pour un ménage sur 5, les enfants scolarisés ne suivent pas leurs cours à distance.
8 enfants sur 10 du préscolaire ne suivent pas leurs cours à distance. Seuls 22,4% des ménages ont acquis un support technologique ou un service de connexion Internet pour permettre à leurs enfants de suivre les cours à distance, 17,2% au milieu urbain et 13% au milieu rural. Seuls 28%, 20,8% des chefs de ménage ayant un niveau d'enseignement supérieur et 13% parmi eux n'ayant aucun niveau. Les réseaux sociaux étaient et sont donc les canaux les plus utilisés pour suivre les cours à distance, soit 40% des ménages avec des enfants au primaire, 40% au collège et 46% au secondaire. 7 ménages sur 10 sont moyennement ou pas du tout satisfaits du canal utilisé. Pour le cycle supérieur, cette proportion est de 59% pour les 3 premiers cycles de l'enseignement. Seuls 50% des ménages considèrent que leurs enfants scolarisés sont motivés par le suivi des cours à distance. 2 élèves sur 3 pensent que les cours à distance ne permettent pas de couvrir le programme pédagogique. Donc, ces différents résultats reviennent à la méconnaissance de l'existence des canaux dédiés, la difficulté à suivre les cours en raison du bas âge de l'enfant, l'inutilité des cours, le manque ou l'insuffisance des outils et la faible assistance des ménages lors du suivi des cours. Sur une étude donc menée par l'Instance nationale d'évaluation du système d'éducation, de formation et de la recherche scientifique, en collaboration avec l'UNICEF 2021, nous retenons que 35,4% des formateurs sont satisfaits de leur expérience d'enseignement à distance et 62 ne le sont pas. 36% des formateurs sondés estiment que l'enseignement à distance avait des conséquences négatives sur les apprentissages. 13,5% des formateurs voient que l'enseignement à distance n'a aucun effet sur l'opération d'apprentissage chez les élèves. 52% des formateurs ayant adopté l'enseignement à distance ont avancé une faible présence des apprentis, faible, très faible, au monde rural comme au monde urbain. Seuls 21,3% des formateurs ont reconnu utiliser effectivement la plateforme Tilmetis, donc mise en place par le ministère, contre une large utilisation de l'application WhatsApp pour assurer la continuité pédagogique, soit 70,4%. 13,5% des formateurs sondés ne maîtrisent pas les TICE, les technologies d'information et de communication pour l'enseignement, et seuls 19,4% ont un niveau élevé ou très élevé. Alors, sur la base de ces différentes données, donc, nous retenons que, de manière générale, il y a une faible égalité des chances et inégalité des apprenants face à l'enseignement à distance au Maroc. La preuve, c'est qu'il y a une certaine irrégularité dans le suivi de cours à distance selon les cycles de l'enseignement. Il y a une modeste appréciation et insatisfaction à l'égard des canaux de formation à distance utilisés. Les réseaux sociaux sont le principal canal de suivi des cours à distance. Il y a une certaine insuffisance de couverture du programme scolaire par les cours à distance. Il y a problème d'assistance et de démotivation pour le suivi des cours à distance. Il y a une faible appropriation des outils et de la connaissance numérique par les formateurs et les apprenants. Il y a un environnement d'études qui est défavorable. Par exemple, les filles qui font des travaux de la maison au détriment des cours à distance. Il y a un alphabétisme, donc parfois des parents qui ne peuvent pas suivre ces différents cours ou assister leurs enfants. Alors, ce que nous proposons pour dépasser cette situation donc, et pour développer un enseignement à distance inclusif au Maroc, donc, à notre sens, il faut travailler sur 3 piliers. Ces 3 piliers donc, sont pour nous, ce sont la base de tout développement de l'enseignement au Maroc. Alors, le premier pilier, pardon, c'est la stratégie. Le troisième, c'est les ressources humaines et le troisième, c'est les infrastructures. Donc il faut aller avec ces trois éléments en parallèle. Alors, pour terminer, donc le Maroc était obligé d'adopter l'enseignement à distance comme une alternative pour atténuer les effets de la crise sanitaire. Malgré les efforts salués et mis en place, l'enseignement à distance accentue toujours les inégalités en matière d'accès et de suivi des cours de façon normale et égalitaire. Cela veut dire que l'enseignement à distance pousse de l'avant
l'exclusion scolaire au niveau de la population marocaine. La réalisation de l'inclusion scolaire en tant qu'objectif appelle à redéfinir les stratégies et doubler les efforts de la part de tous les intervenants dans le secteur pour créer un écosystème d'enseignement digital. Alors, comme tout travail de recherche, ce travail donc se heurte à des limites. Entre autres, nous trouvons par exemple que l'enseignement à distance est entamé dans ce travail de manière générale sans distinguer les différentes technologies de l'enseignement, car ces dernières diffèrent en termes d'usage, d'appropriation et donc d'efficacité de l'opération de l'apprentissage. Il y a différence en termes d'accès, en termes de qualité de connexion, en termes d'interaction, en termes d'effectifs pouvant accéder à la plateforme, etc. Tous les niveaux de l'enseignement sont confondus. Or, les effets de l'adoption de l'enseignement à distance peuvent varier d'un niveau à l'autre et donc nous aurons des résultats différents. La grande question qui se pose donc est alors quels sont les choix que peut-on faire, que peut-on adopter au Maroc pour que notre système d'enseignement pourrait être non pas un facteur d'inclusion scolaire, mais aussi un facteur d'inclusion sociale ou de cohésion sociale. Merci pour votre attention. Merci beaucoup, Monsieur Berdy, par ces présentations. S'il vous plaît, maintenant, est-ce que vous pouvez arrêter de partager l'écran? Donc, le prochain intervenant peut partager. Now, I would like to invite Mr. Aisha El-Alawi, who is going to present COVID-19 social justice and education, the case study of Morocco. Welcome, El-Alawi. Are you here? Yes. Thank you. Yes, Mrs. yes, I am here. I am here. Thank you very much. I will present in French, so but my slide, my PowerPoint is in English, so we can have the translate immediately for our colleague don't understand French. So great. That's it's great. okay. It's okay. That's great because I see Okay. there are many participants here that don't understand French. Okay, thank you. Yeah. So, OK, je vais présenter en français et en même temps, vous avez la traduction en anglais. Donc, je vais présenter la COVID-19 et en relation avec la justice sociale et l'éducation et une étude de cas sur le Maroc. Donc, petite introduction. Par la suite, quelle est la relation entre la justice sociale et l'éducation et comment COVID-19 est apparu dans un monde fragile et hostile et par la suite, quels sont les défis imposés par COVID-19 et quelques recommandations à la fin. Donc, on sait très bien que l'environnement apparu par COVID-19, elle a été apparue dans un environnement d'inégalité, surtout entre les pays du Nord et du Sud. Et ça, si vous voulez, c'est très important, surtout on sait que le système néolibéral, c'est un système qui fait émerger beaucoup de crises, notamment la crise COVID-19. Donc, on a le monde actuel, il est marqué par deux inégalités. Il y a les inégalités entre les individus. Donc, et on a les inégalités, on peut l'appeler gender inequality, et aussi l'injustice territoriale. Donc, notre problématique, c'est essayer de trouver cette relation complexe entre la justice sociale et l'éducation, surtout en s'adaptant à ce qu'on appelle e-learning ou blended education. So, la question qu'on s'est posée, comment le système éducatif peut diminuer l'injustice sociale, la discrimination et aussi les inégalités. Et comment aussi, et l'inverse, comment la justice sociale peut donner un système d'éducation inclusive, un système d'éducation de qualité.
Donc, notre méthodologie, on a adopté une méthodologie mixte. Premièrement, on a essayé de présenter, de faire une analyse théorique et par la suite d'étudier en prenant le cas de Beni Mellal Khenifra, la région de Beni Mellal Khenifra. C'est une région parmi les régions pauvres du Maroc. Donc, on a utilisé un dictionnaire de 133 familles. Donc, la relation entre l'éducation et la justice sociale, c'est une relation complexe. Pourquoi elle est complexe? Parce que la justice sociale, si on a la justice sociale dans un pays, cela peut diminuer et pourquoi pas éradiquer les inégalités. Et en même temps, c'est une politique éducative, un système éducatif de qualité. Dans ce cas, on peut aussi atteindre facilement la justice sociale. Donc, comme vous pouvez constater, la justice sociale serve l'éducation et en même temps, l'éducation peut servir la justice sociale. Dans ce cas, il y a cette relation réciproque entre la justice sociale et l'éducation. Et on sait très bien que la justice sociale, c'est une question fondamentale, c'est une question de 21e siècle et on sait très bien les grèves qui ont été déclenchées dans plusieurs pays, soit les pays de Nord, comme la France, on sait très bien avec les Gilets jaunes, et le pays de Sud, comme le nord d'Afrique, tels que l'Algérie, la Tunisie, et aussi le Maroc et l'Égypte et d'autres pays, je ne peux pas citer le tout. Donc, la justice sociale est devenue une demande de toute la population, si je me permets de dire la population mondiale. Donc, et ça, si vous voulez, je juge ou bien je suppose que le système éducatif permet de réduire les inégalités et surtout les inégalités, comme je viens de dire, les inégalités sociales et d'atteindre ce qu'on appelle un système plus inclusif, un système social, économique et politique inclusif qui permet que tout le monde participe à l'élaboration des politiques soit locales, de politique aussi nationale. Donc si vous voulez, l'éducation il ne peut pas, si vous voulez, on ne peut pas réduire, par exemple, le décrochage scolaire, on ne peut pas absorber tous les défis qu'on a au sein du système éducatif si on n'a pas une justice sociale en parallèle et comme je l'ai dit tout à l'heure, l'éducation peut jouer un rôle très important pour donner un état de droit, un état de démocratie. Donc, malheureusement, COVID-19, quand il a été présenté, quand il a été venu au monde, il est venu déjà dans un mode fragile, un mode de plus en plus barbare. Et j'ai présenté ici une présentation de Ibn Khaldoun. Il a signalé, Ibn Khaldoun a signalé que les crises, il apparaît toujours soit dans l'Est, soit dans l'Ouest, et il force, si vous voulez, les populations à trouver, si vous voulez, des solutions et il change le monde. Ça, si vous voulez, c'est le rôle des crises. Donc, peut-être que la crise de 2019, de COVID-19, nous oblige à changer notre mode de fonctionnement, notre façon de voir les choses parmi les politiques qui nous imposent à changer, c'est la politique éducative. Donc c'est une transition qu'il faut faire immédiatement, surtout que on sait très bien que COVID-19 nous a obligés d'utiliser la technologie. Ça a imposé d'autres problèmes, c'est le problème de l'injustice technologique. Ça veut dire que plusieurs familles, et ça a été montré tout à l'heure avec l'intervenant qui a intervenu tout à l'heure, il nous a dit qu'il y a les familles qui n'ont pas, si vous voulez, accès à la technologie, qui n'ont pas pu utiliser tous les moyens disponibles.
Donc, et ça, si vous voulez, ce sont les travaux de Piketty avec ses collègues sur les inégalités qu'on a dans le monde. C'est pourquoi j'ai conclu et j'ai dit que la COVID-19, il est déjà venu dans un mode hostile et dans un mode barbare. Et aussi, j'ai cité ici un rapport alternatif sur l'Afrique qui a été publié en 2020, qui montre aussi que malheureusement, on a ces inégalités entre les pays et qu'ils renforcent surtout entre les pays développés et les pays en voie de développement. Euh, je vais, si vous voulez, je vais pas me tarder, si vous voulez, sur ce point 3. Donc, je passe directement sur les grandes idées concernant le point 4, c'est les défis imposés par COVID-19. Donc, COVID-19, il a obligé à tout le monde d'innover et de s'adapter vite à ce que à un nouveau mode imposé par COVID-19, tel que il faut utiliser les virtuels, il faut utiliser, si vous voulez, les digitales, pour continuer les études. Et ça, si vous voulez, il a créé des bouleversements, soit au sein de la famille, soit pour la société. Pour la société, un autre point qui me paraît très important, c'est la présence de l'État. Donc, la présence de l'État, il a été très présente, surtout si je prends le cas du Maroc, et j'imagine qu'il a bien géré la situation en s'adaptant, en utilisant plusieurs méthodes pour pour que le service de l'éducation continue à fonctionner tel que, si vous voulez, la télévision, les channels qu'on a, et aussi on a créé plusieurs plateformes de e-learning, etc. Mais malheureusement, faute de moyens qu'on a pour des familles telles que les tablettes, les ordi, les téléphones smart, etc., malheureusement, ne sont pas disponibles chez toutes les familles au Maroc, surtout dans les familles marginalisées. Donc, dans ce travail, j'ai essayé, Excuse oui, me, Mrs. Aisha. oui, Remember that we have 10 minutes for presentation, so we can share some questions at the end and later, because there is in OK. half hour we have the closure of the conference in this chat, okay, in this platform. OK. Thank you. I have just 1 minute or 2 minutes to conclude. Yes, of course, please. 2 minutes Oui, more. Yes. yeah. To conclude, I have some how to say it, some results of my study. So I can conclude in the last. It's hard to conclude. J'ai trouvé dans ce travail que malheureusement, les familles qui se trouvent dans les territoires, le territoire marginalisé n'ont pas les moyens de faire les études de leurs enfants, de continuer leurs études. Il y a comment dire, une inégalité entre les territoires et aussi selon les conditions socio-économiques des familles. À la fin, ce que je peux conclure, c'est que il faut le système, on sait très bien que l'éducation, c'est un bien public, est un bien commun, il n'est pas comme les autres biens, donc il doit être donné avec égalité, avec justice à tous les citoyens et citoyens, soit du pays, soit du monde. Donc, désolée, et je suis là pour vos questions, donc merci. Désolé aussi, Aisha. Now I would like to invite Maricruz Lacalle Calderon and Nicolas Sebastian Martinez to present a comparative analysis of ODA and IMF lending on economic inequality. Thank you very much for your participation. Please share your screen.
Yes, good afternoon. We are here, so we are going to share our screen. Okay, here we are. Please let us know if everything is fine. Yes, it is fine. Thank you. Okay, great. Good evening to everyone. Hold on, just to see. Okay. We are going to present this research titled A Comparative Analysis of Official Development Aid and International Monetary Fund Lending on Economic Inequality, on the reduction of economic inequality. No. Okay, sorry. In this presentation, we are going to cover the main objectives, the theoretical framework, methodology, and our conclusions. And since we know we have only 10 minutes, we are going as fast as possible. Okay, concerning the main objective of this research is to compare the effectiveness of official development aid lending and International Monetary Fund lending on the reduction of inequality at a macro level in the countries. To do so, we first analyze the general channels to fight inequality. Afterwards, we study the different tools used to fight inequality and its potentials. And specifically, we are going to focus on these two different tools, official development aid and International Monetary Fund. And finally, we run an empirical analysis and we obtain our results. Okay, so inequality maybe is today one of the most important macroeconomic problems. And why? Why so? Why it raises such international concerns? Well, we think that it is so important because it has been demonstrated that inequality undermines economies and limits economic growth. Also, it has been proved that higher levels of inequality in a country contributes to the perpetuation of this problem, as it favors and allows the creation of less egalitarian institutions, consolidating political decision on the hands of the elites. Also, following Adam Smith, 2 centuries ago, he said that no society can be happy or can flourish if there are high levels of inequality. For all these reasons, there is an important concern on reducing inequality, and also today, inequality reduction is one of the Sustainable Development Goals. Specifically, it is the 10th goal. Okay, concerning the theoretical framework to fight against inequality, countries use different tools. And following Cornia, it is the author we have followed, Cornia 2014, we analyze the main channels countries use to fight inequality. And in this slide, we can see the theoretical framework based on Cornia 2014. Several authors have attempted to identify the different determinants of income inequality. But in 2014, this author, Cornia, he summarized the main reasons why the main tools countries have in order to reduce inequality, which are internal redistribution and social expenditure, human capital and labor market, political regimes and institutions, macroeconomic conditions and stability, and redistributive through external financial flows. Okay. Among previous factors, policymakers use internal and external financing resources to reduce income inequality. Among the internal financial resources, we find, for example, taxes, transfers,
and so on. And among the external funding, we can find microfinance or foreign direct investment, but this research has focused especially on these two: official development aid and international monetary fund lending. My goodness. Okay. Our first step in this research was to analyze the main channels why official development aid could reduce inequality. And well, everything is written in the paper, but we found especially 3 different reasons why official development aid reduces inequality, which has to be with conditionality, the possibility to relieve the debt in the countries, and to send those resources to the provision of different projects based on education and healthcare, and also through the direct channeling, financing education, nutrition, and healthcare projects. This is the case of official development aid, but for the case, well, I'm going to follow this one. Okay, the second tool is International Monetary Fund. Okay, and what we have researched are the main reasons why this tool, external tool, reduces inequality. And as you can see in this slide, it could be through the capacity development, through the technical assistance done from the monetary fund in the different countries, also through the economic surveillance. The monetary fund every year follow the different countries, and through the advice, it has the possibility to work on the macro stability in the different countries, and also through the direct lending. Through this external funding, they could reach, they may reach or may help countries to reach the macro stability in these vulnerable countries. Okay. So to complete this research, we estimate an empirical model that allows us to explore the relationship between aid, the IMF lending, and income inequality. So in the next, okay, we have a sample of 85 countries in the period of time of 2000 and 2019 through adapted PANA methodology, where we have made to quantitatively capture all direct and indirect in effect. We run a cross-country regressions where we have included all the relevant factors which was discussed in the theoretical framework. We have an equation like this equation where the dependent variable is inequality measured by Gini index, and the key variable of interest are IMF lending, aid divided into total bilateral and multilateral ODA. And the control variables that we have chosen was made following the literature and following the theoretical framework. And this was GDP deflator, GDP growth, government consumption expenditure, the FDI, and the democracy index. So so now we have the main result of our research. And as you can see, IMF lending is positively and significantly associated with increasing inequality, both when when control variables are or not taken into account, while total ODA appears doesn't have a significant effect. So Okay. to explore this analysis a little further, we have especially examined the bilateral and multilateral ODA impact on inequality, because not all type of aid work the same and not have the same impact. So in this table, we can see that bilateral
that bilateral ODA doesn't have a significant impact, while IMF lending, as before, have a positive impact and significant impact on increasing inequality. But we find that multilateral ODA have a positive impact on reducing inequality, and this impact is very significant. So why is that? So the result shows that in the first place, multilateral aid seems to be more effective than bilateral ODA in reduction inequality. This difference might be explained by the fact that this methodology with these two different type of ODA operates are not the same. While bilateral ODA could be linked to strategic interests, and donor countries decide for more direct accountability with very strong conditions that can reduce this aid effectiveness, and multilateral ODA is not targeted to donor country interests due to the orientation of multilateral organizations, which combined with common practices like transparency or conditionality for development make this aid more effective than its bilateral counterpart. So, yeah. So, however, our estimates also show that IMF lending seems to increase inequality. So this could be because IMF policies may be reflecting donor countries' vested interests because they are more heavily represented than the recipients. And furthermore, a high level of conditionality this instrument requires, which tend to put more pressure to this on the state to maintain certain levels of macroeconomic stability by resorting to austerity measures. So to confirm the hypothesis that these results are the same for all over the world, we divided our sample into 6 groups of countries, and our result shows essential differences and a great variability across regions. But this mixed result confirmed that it is difficult to generalize a conclusion of this analysis to the specific, due to the specific characteristic of each region and country. So this research leads us to some conclusion. One of them is that our results show that it's more effective, apparently, when we talk about reducing inequality, for donor countries to offer the resources to multilateral organizations, because multilateral ODA is more effective than its bilateral counterpart and even lending in reducing inequality. But the results, however, cannot be generalized since regional estimation reflects the importance and to take into account the difference about regions, and our research raises those doubts about the simplistic hypothesis of that some international financial instruments are more effective than others. And due to the urgency of the need to reduce inequality in the post-COVID era, this paper highlights the importance of taking into consideration the heterogeneity of each country to adapt all these mechanisms to the specific situation of each region and territory. So this is a presentation. Thank you very much for your attention. Thank you very much, Maricruz and Nicolas, for this very impressive and huge research work you have conducted. The next, I would like to invite the next and last presenter of this session, Mavis Dako Yeke and Richard Bafu Kodom. They are going to present the research work entitled Stigmatization and Discrimination Experiences, Voices of Women Living with Obstetrics Fistula in the Northern region of Ghana. Thank you very much for your participation. Thank you very much, Yen. Good morning, good afternoon, good evening, depending on where you find yourself. My name is Kodom Richard Bafo, and I'm doing this presentation with Professor Mavis Dako Yeke. I'm a PhD student at the Faculty of Social Work, University of Manitoba, Winnipeg, Canada. And then Professor Mavis Dako Yeke is the Director for Center for Aging Studies and also a faculty member of the Department of Social Work, University of Ghana. So our paper is titled Stigmatization and Discrimination Experiences, Voices of Women Living with Obstetric Fistula in the Northern region of Ghana. So this will be the outline of our presentation. We start on the background of the study through to implications for social work.
So globally, many women cherish motherhood. However, the journey to motherhood entails countless uncertainties such as obstetric fistula. So obstetric fistula could affect women in terms of leaking of urine, feces, or both, and then could lead to chronic medical problems. So it has been revealed that prolonged labor and sexual assault as well as radiation could contribute to obstetric fistula. So the Ghana Health Service reported that between 711 and then 1,352 obstetric fistula cases are recorded each year. And then obstetric fistula could have enormous psychosocial consequences for affected women and their families. So since affected women are always wet and soiled, they normally experience social isolation as well as stigmatization and discrimination. And while OF constitutes an important aspect of reproductive health, it has been neglected, especially in Ghana. So for instance, the data on OF in the northern region of Ghana remains scanty due to limited research. Also, not much study has been done on obstetric fistula, paying attention to the stigma types, as has been outlined by many scholars in the area of stigmatization and discrimination. So this research, which is part of a larger project, aimed to explore the views of women living with obstetric fistula about the condition in the northern region of Ghana and identify the experiences of women living with obstetric fistula regarding stigmatization and discrimination in the northern region of Ghana. So findings of the study, of course, will provide useful information for policymakers as well as social workers and medical practitioners, and they could utilize it to advocate for better conditions for these women in Ghana. Our study was underpinned by the seminal work by Kaufman, which talks about stigma has been utilized by many scholars on chronic illness conditions. So stigma is viewed as an attribute that is deeply devaluing, and those possessing such trait or identity are viewed as different. So those who acquire such identity are socially devalued and discriminated against in society. So there are three interconnected stigma pathways that will inform our findings. First of all, we're looking at the enacted, anticipated, and then internalized. So these theoretical perspectives provide useful information regarding why women living obstetric fistula are stigmatized and discriminated against. The study employed a qualitative research design as it allowed researchers to understand the phenomenon from a perspective of an individual as well as a population. And then to be included in our study, a participant should be 18 years and above, must be a member of fistula pandile support group, and then also has been diagnosed of the condition, that is obstetric fistula, and then have lived with the condition for at least 2 years. We use purposive sampling technique to recruit members for or participants for the study, and then 55 women living with obstetric fistula were recruited, and then we did 40 focus group discussions with 10 in each group, and then we conducted 15 individual interviews. So focus groups and individual interviews were conducted in 3 main Ghanaian languages. We did some in Chi, Nawuri, and then Basari. And I want to emphatically state here that as part of the team, we had members who understood all these languages. So trying to interview members with these languages was not a difficulty. So the researchers read the interview transcript and then assigned codes. Then what we did was to group all the similar codes into conceptual categories under the main objectives that we had. And then we identified and summarized and then made some interpretations based on the themes. Of course, we sought out ethical approval from Ethics Committee for the Humanities at the University of Ghana. And then also we ensured informed consent. So we gave forms for members or participants to sign before they participated in the study. And we also assured them of confidentiality. So this is the demographic characteristics of participants. And then we categorize our findings based on the following themes: beliefs about obstetric fistula, what we found medical and then spiritual, and then the types of stigma, we categorize them under enacted, anticipated, and internalized. So beliefs about obstetric fistula, women included in this study perceive obstetric fistula either as a medical or spiritual condition. So regarding the medical belief about the condition, the participant noted, I didn't go to the hospital, so after delivery, I bled for some time. When the blood stopped flowing, I could not control my urine, which baffled me. I went to the hospital and I was informed it was obstetric fistula. But then we had other participants who felt that the condition was a spiritual condition, so the cure must also take a spiritual dimension.
So a participant who placed emphasis on witchcraft revealed there are witches who target pregnant women and infect them with diseases. Such people are evil and target the unborn child, and if they are not successful, they inflict the mother with a disease. Many women living with obstetric fistula condition seek spiritual assistance in addition to orthodox treatment. Spiritual diseases are cured spiritually. In terms of stigma and discrimination experiences of women living with obstetric fistula, it was found that some of the women had knowledge of stigma and discrimination. Their narratives, as we are going to present, indicate that they had some form of knowledge. So in terms of enacted stigma, some participants explain how people shunned their company. So I read one voice who says, I live in a village where we all know each other. So news spread and many people are aware of my condition. Women in the village disperse when I join meetings. They don't understand my pain, so they ridicule me. And then we had some other participants who felt that when people become aware of their condition, they may stigmatize against them. So they conceal their condition and do not want the public, especially those who are not family members, to even know about it. So a participant who anticipated losing her job should her condition become known, reviewed. Since I'm a caterer who prepares food for people during events, I have to ensure that my condition is not made public, else I would lose all my customers. My husband is supportive and tight-lipped about my condition. I isolate myself and do not want anyone to know that I have the condition. And then we had other people who internalize the condition and endorse the negative opinions and feelings that were linked with the condition. So a participant reviewed that this disease has negatively affected my life and my future. I regret the pregnancy that resulted in this condition. I did not have any challenges with my earlier pregnancies. So the beliefs held by participants indicate that, yes, of course, women living obstetric fistula had associated the condition to a medical source, and then they attributed it to prolonged labor, and then that was also reported by Changlon et al. And the way related to this view was that the condition could be repaired through surgery. And then other participants also believe it was a spiritual condition, and they linked it with a curse, and then witchcraft, which supports the ideas of Varadas et al. So this suggests that some women have no or little knowledge about the condition, which could intensify superstitions about it. And then it was also found in this study that stigmatization could be challenging for women living with obstetric fistula because it devalues their identity and then compels them to avoid public places. And then that was also reported by Chingo et al. So this resulted in feelings of shame, guilt, sadness, self-doubt, self-blame, and then also weakness. This could have implications for their dignity and human rights because when dignity is lost, human life becomes worthless. So in conclusion, what we're saying is that diverse views were held by women living obstetric fistula, included in this study, about the disorder as it was regarded either as a medical or spiritual condition. So the fear of stigma and discrimination underpinned the women's behaviors and attitude, particularly their social interaction. So what we recommend then is that healthcare professionals and social workers to be useful for them to create awareness and educate women and their communities about obstetric fistula. And then in addition, these professionals could also collaborate to develop multidisciplinary interventions that would provide a holistic understanding of the condition. And then we coming from a social work background, we think that the study has implications for social work. So it will be useful for social workers to understand and recognize cultural and religious beliefs when designing stigma reduction strategies for vulnerable populations such as these women. And then it is crucial for social workers to view the population they work with not only from needs-based perspective, but then also recognize their human rights as well. And then this could enhance their dignity, their self-worth, and consequently, the quality of life of women living with obstetric fistula. And then finally, we're saying that social work research studies that examine the relations among stigma, discrimination, human rights, and the well-being of women with stigmatized health condition is necessary and should be undertaken by social workers. In the era where we're looking at post-COVID-19 economic integration, it is very important that we pay attention to obstetric fistula and women who experience this condition because key issues came out of such as poverty, and then also we had issues of poor quality of life,
And all these has implications for the Sustainable Development Goals, specifically if we're looking at no poverty for goal 1, and then goal 3 that talks about good health and well-being, and then also we're looking at gender equality, which is very important as other goals are linked to these 3 goals. So in conclusion, all that we're saying is that it's very timely that if we want to promote economic integration, then women living with obstetric fistula, their concerns, their issues must be integrated in policy framework for them to have enhanced well-being. These are some selected references, and then thank you very much for your attention. Thank you very much, Richard. I'm Professor Mavi, and thank you all of you speakers of this session for sharing with us all these very excellent research works. Well, I'm really sorry that we do not have time for questions because this is the moment to move to the next lot. The closing session that is going to be happen and that is going to happen here in this same room. People are waiting for that, but I would like you to encourage to use the chat to send your questions directly to the speakers. Je suis, bon, en français, je suis très désolée qu'il n'y a pas du temps pour des questions parce que c'est le moment de commencer la session de clôture dans ces mêmes pièces. Et s'il vous plaît, je vous recommande d'utiliser le chat pour poser les questions directement aux intervenants. OK? Donc, comme nous sommes dans le temps, je vous donne la bienvenue une autre fois et aux participants qui sont ici pour la séance de clôture de cette 4e conférence internationale AMENET sur l'intégration régionale. Nous avons ici la présence du professeur Christian Mavi Lukusa, coordinateur de la réseau AMENET dans l'université protestante au Congo. Et je voudrais, monsieur, inviter à prendre la parole, s'il vous plaît. Non, nous n'écoutons pas, monsieur. Activez les sons, s'il vous plaît. OK. Merci beaucoup, Madame Lam, pour la parole. En guise de remarque finale, nous tenons absolument à remercier tous les participants qui ont été très actifs pendant ces 2 journées du congrès. Et nous tenons aussi à rappeler que les activités d'AMENET ont commencé il y a près de 3 ans et que AMENET faisait toujours l'actualité à travers l'organisation de diverses manifestations scientifiques de haut niveau, aussi bien dans les universités européennes, méditerranéennes qu'africaines, avec une forte et active participation. Les différents thèmes développés étaient en phase avec l'actualité et surtout avec les préoccupations des questions de migration, d'investissement, de gouvernance économique ou politique, de tourisme, de numérique, de développement durable, ou encore tout récemment les défis de tout genre face au Covid-19. Donc ici est de mentionner que AMENET a permis aux différents chercheurs de vulgariser leurs recherches et surtout d'interpeller les décideurs publics et privés sur leurs engagements à faire bouger les lignes, questions qui ont été soulevées. Du côté du continent africain, les sentiments à l'issue de toutes ces manifestations sont ceux vraiment de grande satisfaction pour non seulement avoir été associés à toutes ces manifestations, mais surtout
Monsieur, il y a problème avec les sons. Il y a problème avec les sons, monsieur. Une tribune d'expression scientifique. La pérennisation de Amnet. Vous m'entendez? Vous m'entendez? Maintenant, oui, mais il y a quelques problèmes avec les sons, monsieur. Oh, oui. Ok, ok. Ça va maintenant? Ça va maintenant, oui. Merci. Ça va maintenant. Ah, ok, ok. Donc, j'étais en train de dire que au courant des 3 dernières années, Amnet a permis aux chercheurs des différents horizons de vulgariser leurs recherches, mais surtout d'interpeller les décideurs publics et privés sur leurs engagements à faire bouger les lignes pour des solutions idoines aux différentes questions qui ont été soulevées. Et du côté du continent africain, nous voulons exprimer des sentiments de grande satisfaction pour toutes ces activités qui ont été menées, et surtout que ce continent a trouvé aussi une tribune d'expression scientifique. Et pour cela, nous tenons vivement à solliciter la pérennisation de Amnet, puisqu'il reste encore plusieurs sujets d'intérêt commun qui peuvent encore être explorés. Alors, pour terminer, j'aimerais ici dire merci à l'Université autonome de Madrid et tout particulièrement au professeur Mela, qui a assuré la coordination d'Amnet, mais aussi remercier toutes les universités partenaires pour leur franche collaboration, mais aussi remercier l'Union européenne qui a financé toutes les activités. Merci pour votre attention. Merci. Merci beaucoup, monsieur. Et maintenant, je vais inviter à professeur Luis Collado Cueto. Il est professeur de l'Université autonome de Madrid et coordinateur aussi de la réseau amené dans la partie de cette université. Et bienvenue, monsieur, s'il vous plaît, est-ce que vous voulez dire quelques mots de clôture ici avant de commencer avec le professeur José María Mella? Oui. Okay, I'll do it in... Oui, c'est un plaisir d'être ici. Hein? Mais lui est là. Bon, à la fin, lui, je vais ajouter quelques mots. Hein? Ok, je crois que la dernière parole, c'est pour toi, mais je peux faire une intervention en anglais. Ok. Allez-y. Okay. So good afternoon to everyone. It's a pleasure for me to speak in the closing session of this 4th Congress of Amnet. It's also a honor because it's the last public activity of the Germanet network Amnet, the European Union, Mediterranean and Africa integration in the global aid, promoted and coordinated by Professor Mela during the last 3 years, and dedicated to the studies on Africa, the Mediterranean, and Europe for the regional integration. It's also a honor at this time, because at this time I also feel like a representative of the rest of the universities members from Africa and Europe that make up this network. Université Abdelmalek Sadi, Tanger Tetouan from Morocco, University of Bradford from England, Université Cheikh Anta Diop Dakar from Senegal, Université Évangélique en Afrique, University of Ghana, University Jean Piaget from Cabo Verde, University of Las Palmas de Gran Canarias, Université Libre de Pays de Caran Lac from the Democratic Republic of Congo, Université de Nouakchott Al Jazeera from Al Sarija from Mauritania, Université de Pau de Pays de l'Adour from France, University of Peloponneso from Greece, Université Protestano Congo from Congo, and University of Warsaw from Poland. I want to thank all these fellow travelers for having worked hard and with intense and professional dedication during these 3 years. Without this joint effort and the 14 European and African universities from 11 countries, it would have not been possible to carry out all the activities that we had initially planned
and without a global pandemic crisis. So during those years, several topics have guided our activities: the economic integration, the entrepreneurship and innovation, natural resources and climate change, employment, migration, refugees, public policies, governance, many topics. And our activity has covered 4 international conferences like this one held physically at University of Abdelmadek Essadi in Tangier in 2019, and 3 hosted in online format due to the pandemics at the University of Las Palmas de Gran Canarias, University of Ghana, and this one at the Universidad Autónoma de Madrid as the last common conference of all AMENET members. We have done workshops, meetings with 1 or more specialists that gave a lecture on AMENET topics, and where attendees share their own research and professional experiences. We have done seminars as lectures or training courses where collaborating teachers explain to master and postgraduate students different topics in which they are experts. The last one was celebrated last week on renewable energies, energy efficiency, and climate change, and organized with CIVIS, the consortium of European universities, and ECRE, the EcoWatt Center for Renewable Energy and Energy Efficiency. We have started, and we did research projects. We should not forget that the main objective of AMENET is to build the structures for joint studies of research and to foster a network of think tanks on Africa, the Mediterranean, and Europe for their integration. And finally, the addition of different materials, articles, book chapters, working documents, and conference proceedings that can be found in our website, and that we will complete in the coming weeks and months with some special issues in scientific journals. I believe that we have met the objectives that we had when Professor Mella presented the proposal to the European Union to finance this network. I'm not going to dedicate too much time, but I would like to take a couple of minutes to thank the people who have made it possible. As coordinator of the JAMBONET network with Professor Mella, and on behalf of the network, we would like to thank first of all to the European Union and the Erasmus Plus program for their financial support in this co-funded network, to the vice rectors of internationalization from at Universidad Autónoma de Madrid, Professor Carmela Calés, and now Professor Irene Martín, for their support as the highest authorities of the network at the Autonomous University, but also for the enthusiasm in which in all the activities we have carried out during these years. They have participated. They participate in all our events whenever their obligations have allowed them to do so, and also to the rectors and vice-rectors of the rest of the universities of the network. I have to thank to the technical team of the vice-rector's office for internationalization, in particular to Tita Fernandez for her help in managing the project, and for all the effort they will have to make in the coming months to justify the financial aid received from the European Union. And additionally, I would like to express our gratitude to all participants, especially speakers, but also attendees, for their participation, not only in this Congress, but also in other activities we have done up to this moment. We will be very ungrateful if we didn't thank the technical secretary of AMENET at the University Autónoma of Madrid, Esther Alarcón, for her help in all our activities, including the coordination of the administrative requirements and procedures. Thank you very much, Esther. And I will not extend my speech any longer because you have been working hard for 2 days.
But I would like to finish thanking you again for your attention and for participating in the activities of this network of African and European universities. Thank you very much, and see you hopefully very soon, perhaps with a new Germanet network or with research projects that will sustain and reinforce all the effort that we have been doing during this year. Thank you. Okay, I'm gonna add a few words, particularly to appreciate the tireless effort of my colleague Luis Collado and also of Madame Esther Alarcón. Without them, this conference won't be the same. And the tasks follow, and our next tasks are the publications. So in French and in English reviews. So thank you very much to you all for your participation, and particularly the effort carried out by all the colleagues of the rest of the university, particularly Omar Belkairi of Morocco, University of Tangier, Jean-Marc Trouille de Bradford, England, Jean-Pierre Domecq, Pau, France, Stelis Juliaras, Greece, University of Peloponnese, Javier León and Carmelo León from the Canary Islands, Salem Abeina of Nouakchott, Daniel Torefeu from Ghana, Daniel Mendes of Cape Verde, with Joseph Smeniak, up to now rector of the university, Professor Christian Mavi Lukusa from the UPC of Kinshasa, Stani Guilma of Bukavu, and Alain Kikandi of Goma. So thank you very much for you all. And also, I don't want to forget the effort of our new doctors of Menet, Epa Malo from Ghana, Laurent Mumbere, Aaron Lubango, Henri Muganza, Augustin Mumbere, Alain Muginga, Gandou Mardoché, Mabiba Bigwin, and the coming months, I'm sure that there will be the new PhD, Albert Aguiman and Kwasi Aguier. So thank you very much and for your participation. And I finish by French. I think notre travail continue, mené à une forte vocation du futur. On reste en contact pour de nouveaux projets et à la prochaine. Merci à vous tous pour votre participation. Merci. Merci beaucoup, professeur, et à tour de professeur par l'organisation. Et c'est comme ça le défi et le challenge maintenant dans la continuité et l'utilisation durable de ces relations, de ces synergies, de ces informations et de ces réseaux en général. Merci à vous tous une autre fois et nous attendons de vous voir très bientôt avec une nouvelle initiative de coopération du réseau à mener. Mais aussi, je voudrais demander à chacun d'activer son webcam pour une photo de famille finale, s'il vous plaît. OK. OK. Les autres qui sont là. Les autres, s'il vous plaît. Parfait. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Salutations et à bientôt. À bientôt. Merci. À bientôt. Au revoir. Merci.
Bye, Prof. Bill. Bye. Thank you. Thank you very much. Bye. Thank you. Thank you. Thank you very much, Bernard. Bye. Thank you. Thank you, Mavi.